Réseau Santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui, dans chaque province, a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant aux francophones déjà établis, Réseau Santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. 116 sur 82, totalement normal. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et d'essayer de comprendre un langage médical dans une autre langue, c'est encore plus difficile. C'est vraiment un choix personnel. J'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à un médecin que je comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois ils ont déjà un dossier médical en français et évidemment je peux le consulter et ce n'est pas nécessairement le cas de certains de mes collègues. Et grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnel de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Et par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos, c'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Bonjour et bienvenue au 4e webinaire sur la santé des femmes. Ceci est présenté par Réseau Femmes en partenariat avec Réseau Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques maladies gynécologiques. Si c'est la première fois que vous nous joignez, je m'appelle Vanessa Nicoulot-Toulouse et je suis gynécologue obstétricienne en Colombie-Britannique. Merci et bon webinaire! En tant que gynécologue, je vois des patientes en consultation pour toutes sortes de maladies reliées aux organes reproducteurs féminins. Comme il s'agit d'un sujet très vaste, j'ai choisi de vous présenter des maladies fréquentes de l'utérus, l'organe situé au milieu, et des ovaires, l'organe que vous voyez de chaque côté de l'utérus. Parmi les maladies de l'utérus, les plus fréquentes sont les saignements utérins anormaux, qu'on appelle aussi saignements vaginaux, et les fibromes, qu'on appelle aussi myomes. De nombreuses femmes consultent un gynécologue pour ces deux maladies, donc je vais vous en parler dans ce webinaire. Commençons par parler des saignements utérins anormaux. Quand le saignement vaginal provient de l'utérus, on appelle cela un saignement utérin. Ce saignement est normal lors d'un cycle menstruel régulier. Les saignements utérins sont considérés anormaux quand le cycle menstruel est trop court, soit moins de 21 jours, ou trop long, soit plus de 35 jours. C'est aussi anormal quand les règles sont abondantes, quand le saignement a lieu entre les règles ou quand le saignement a lieu après un rapport sexuel. Aussi, tout saignement après la ménopause est considéré comme anormal et doit être évalué. Bref, anormal est un terme qui s'applique à tout changement de volume, de fréquence, de durée et de régularité des règles. Les cycles menstruels sont souvent irréguliers dans les années qui suivent les premières règles et les années qui précèdent les dernières règles. Les saignements utérins peuvent être anormaux à tout âge. La cause de ces saignements varie selon l'âge. Par exemple, après la ménopause, c'est important de s'assurer que le saignement n'est pas dû à un cancer.
Passons maintenant en revue les différentes causes des saignements. Si la femme est enceinte, il pourrait s'agir d'une grossesse normale, d'une fausse couche ou encore d'une grossesse ectopique, c'est-à-dire une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus, ce qui est dangereux. L'image ci-dessous vous montre une grossesse ectopique et une grossesse normale. S'il n'y a pas de grossesse, le saignement pourrait être causé par des maladies qui changent la morphologie ou la structure de l'utérus. Parmi ces maladies de structure, il y a les polypes utérins, qui sont une croissance de la paroi interne de l'utérus. Il y a l'adénomyose ou encore l'endométriose interne. Il s'agit de l'endomètre, la paroi interne, qui se retrouve dans le muscle de l'utérus. Il y a les fibromes, qui sont une croissance du muscle de l'utérus. Il y a aussi l'hyperplasie de l'endomètre, qu'il s'agit d'un épaississement de la paroi interne de l'utérus. Puis il y a le cancer de l'endomètre, qui provient lui aussi de la paroi interne de l'utérus. Certaines causes ne sont pas morphologiques. Il peut y avoir une infection de l'utérus, un trouble de coagulation qu'on appelle coagulopathie, l'absence d'ovulation, la prise d'un médicament qui augmente le risque de saignement, et finalement, il y a des saignements qui ne sont pas expliqués et qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Le diagnostic se fait en plusieurs étapes. D'abord, il est important de connaître les symptômes, comme le cycle menstruel et les saignements, et les facteurs de risque, comme les antécédents familiaux. Ensuite, l'examen général et l'examen gynécologique donnent de l'information supplémentaire. Une fois la visite avec le médecin complétée, il y a souvent des tests à faire, comme un test de grossesse ou une prise de sang pour voir si la patiente est anémique. Les 3 tests qui suivent nous aident à déterminer la cause du saignement. L'échographie peut repérer une grossesse, un polype ou un fibrome par exemple. C'est une technique d'imagerie qui emploie des ultrasons. La biopsie de l'endomètre est un prélèvement de la paroi interne de l'utérus pour voir s'il y a des cellules anormales et cancéreuses. Ce test est important car 10% des femmes qui saignent après la ménopause ont un cancer de l'utérus. L'hystéroscopie se fait avec une caméra qui est insérée dans le vagin. La caméra va jusque dans l'utérus et permet de voir s'il y a des polypes et des fibromes à l'intérieur, par exemple. Elle donne une bonne vue de l'intérieur de l'utérus. Le traitement offert dépend évidemment de la cause et de la sévérité du saignement, mais aussi de facteurs comme l'âge de la patiente. Est-ce qu'elle veut préserver son utérus pour avoir des enfants ou par préférence? Est-ce que la ménopause approche et donc on peut attendre la ménopause pour que les symptômes s'améliorent? À quel point les saignements affectent la qualité de vie de la patiente? Il faut évidemment s'assurer aussi qu'il n'y a pas de cancer. Parmi les traitements médicaux, il y a les médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le naproxen. Ceux-ci réduisent les saignements d'environ 25%. Les médicaments les plus souvent employés sont les traitements hormonaux car ils réduisent le saignement de 50% ou plus. Ils sont sous forme de pilules, d'injections, de crème vaginale ou de système intra-utérin selon la cause du saignement et la préférence de la patiente. Pour les femmes qui ne peuvent pas prendre d'hormones, il y a l'acide tranexamique qui fonctionne bien à court terme. On préfère l'éviter à long terme à cause de ses complications. Il existe aussi de nombreux traitements chirurgicaux. S'il y a un polype ou un fibrome, on peut l'enlever à l'aide d'un hystéroscope, la caméra qui va dans l'utérus. Si les saignements sont abondants, mais il n'y a pas de lésion, on peut faire une ablation de l'endomètre. Il s'agit de brûler la paroi interne de l'utérus, comme vous pouvez constater avec l'image à gauche. En dernier recours, on peut aussi enlever l'utérus avec une hystérectomie. Sans utérus, il n'y a plus de saignement. Cette procédure se fait de moins en moins de nos jours, car elle est associée à plus de risques. Parlons maintenant d'une autre maladie de l'utérus, les fibromes. Les fibromes sont des tumeurs dans le tissu musculaire de l'utérus. Ils sont bénins dans la grande majorité des cas. Le taux de cancer détecté dans un fibrome lors d'une chirurgie est de 0,27% ou 1 sur 400 cas. Malgré toutes les études qui ont été faites, on ne sait toujours pas ce qui cause les fibromes. On sait cependant que les hormones l'œstrogène et la progestérone peuvent stimuler leur croissance. On voit surtout des fibromes chez les femmes dans la trentaine et la quarantaine et chez les femmes d'origine africaine. Les fibromes sont si fréquents que d'ici l'âge de 50 ans, 70% des femmes en auront eu. Seuls 20 à 40% des fibromes produisent des symptômes. Les fibromes posent des problèmes normalement durant l'âge de la reproduction. Après la ménopause, les fibromes ont tendance à rétrécir. Si un fibrome grandit après la ménopause, il pourrait plutôt s'agir d'un cancer. La majorité des fibromes ne causent pas de symptômes. En fait, les femmes ne savent pas qu'elles en ont ou le découvrent par hasard lors d'une échographie. Il n'y a aucune raison de traiter ces fibromes. Les symptômes attribuables aux fibromes varient grandement et dépendent de la taille du fibrome et de son emplacement dans le pelvis. Les fibromes à l'intérieur de l'utérus peuvent causer des saignements abondants, irréguliers et prolongés. Parfois si abondants que la patiente devient anémique. Les gros fibromes peuvent causer des symptômes de masse.
Les fibromes sont parfois si gros que le ventre grossit lui aussi. Il peut y avoir de la pression, de la douleur pelvienne. Si le fibrome écrase la vessie, la patiente aura de la difficulté à uriner. Si le fibrome écrase le rectum, elle sera constipée. Certains fibromes affectent la fertilité de la patiente, mais ceci est plutôt rare. En évaluant une patiente avec des fibromes, il faut donc prendre en considération ses symptômes, la taille du fibrome, le nombre de fibromes, leur emplacement. L'âge de la patiente et son désir de fertilité sont aussi très importants. Regardons l'emplacement des fibromes plus en détail. Les fibromes qui sont situés plus à l'extérieur de l'utérus s'appellent les fibromes sous-séreux. Ils sont sous la paroi séreuse de l'utérus. Les fibromes au milieu du muscle de l'utérus s'appellent les fibromes intramuraux. Finalement, les fibromes dans la cavité de l'utérus s'appellent des fibromes sous-muqueux car ils sont sous la paroi muqueuse. Certains fibromes sous-séreux et sous-muqueux ont une base très étroite qu'on appelle le pédicule. Ceux-ci sont plus faciles à enlever. Le diagnostic des fibromes peut se faire à l'aide d'un examen clinique par le médecin si le fibrome est assez grand pour être palpé. On peut voir les fibromes à l'aide d'une échographie, comme l'image à gauche le montre ici. On peut voir aussi les fibromes sous-muqueux grâce à une petite caméra qui va dans l'utérus par hystéroscopie. Et on peut voir les fibromes sous-séreux et intramuraux avec une petite caméra dans l'abdomen par laparoscopie. L'image à droite le démontre. Pour beaucoup de patientes, aucun traitement n'est nécessaire. Dans le passé, quand un traitement était nécessaire, il n'y avait pas beaucoup d'options et souvent les femmes avaient recours à une hystérectomie. Cela réglait les problèmes d'une façon définitive car quand il n'y a plus d'utérus, il ne peut pas y avoir de fibromes. Encore aujourd'hui, les fibromes sont l'indication la plus courante pour une hystérectomie à l'échelle mondiale. Ce traitement radical ne convient pas à tout le monde et a des risques. Heureusement, de nos jours, il existe plus de choix avec des traitements moins invasifs. Si le saignement est le symptôme principal, on peut traiter les fibromes avec des médicaments qui réduisent et parfois éliminent le saignement. Parmi ces médicaments, il y a les contraceptifs oraux et les progestatifs. Le Mirena est un système intra-utérin qui peut être utilisé si la cavité de l'utérus n'est pas déformée. Le Fibristol est un médicament plus récent qui cible spécifiquement les fibromes. Il réduit le saignement chez 90% des femmes et élimine tout saignement chez 75% des femmes. Le Lupron est une injection qui arrête le cycle menstruel, donc réduit aussi les saignements, mais le Lupron a plus d'effets secondaires que le Fibristol, tels que des bouffées de chaleur et le risque d'ostéoporose si on le prend trop longtemps. Le danazol n'est presque plus utilisé à cause de ses effets secondaires de virilisation. Ces médicaments aident aussi à réduire les douleurs qui peuvent être associées aux fibromes. Seuls 2 médicaments réduisent la taille du fibrome. Le Lupron, utilisé depuis très longtemps, réduit la taille du fibrome de près de 40% et le Fibristol réduit la taille du fibrome de 25%. La réduction de la taille du fibrome se voit chez 85% des patientes. Le Lupron et le Fibristol sont des médicaments qu'on utilise à court terme. Ils peuvent réduire la taille des fibromes pour faciliter une chirurgie. Une fois le médicament arrêté, il se peut que le fibrome continue à grossir. Pour les femmes qui ne veulent pas d'hystérectomie, il y a moyen de bloquer les vaisseaux sanguins qui alimentent le fibrome afin de réduire sa taille. De petites particules sont injectées dans ces vaisseaux sanguins. Cela s'appelle l'embolisation du fibrome. Cette approche satisfait jusqu'à 95% des femmes qui y ont recours. Cependant, ce n'est pas une garantie que la fertilité soit préservée, donc c'est plutôt recommandé pour les femmes qui ne désirent plus d'enfants. Le traitement chirurgical qui consiste à enlever le fibrome s'appelle une myomectomie. Si le fibrome est dans la cavité utérine, il peut être enlevé de façon non invasive avec l'hystéroscopie, l'appareil qui passe par le vagin pour entrer dans l'utérus. Si le fibrome est intramural ou pousse vers l'extérieur de l'utérus, la myomectomie se fait en faisant une incision dans l'abdomen. C'est une grosse chirurgie qui a beaucoup plus de risques. Le risque d'hémorragie ou de saignement interne est plus élevé que pour une hystérectomie. Une fois un fibrome enlevé, il ne repousse pas, mais d'autres fibromes peuvent apparaître. 10% des femmes ayant une myomectomie auront une hystérectomie dans 5 à 10 ans, car la myomectomie n'aura pas suffi. Après une myomectomie, une femme peut encore avoir des enfants. Après une hystérectomie, ce n'est plus possible. L'hystérectomie n'est pas la première ligne de traitement, mais demeure un traitement très efficace et le meilleur traitement pour certaines femmes. On choisit l'hystérectomie quand d'autres traitements n'ont pas fonctionné, quand d'autres traitements ne sont pas possibles ou quand les fibromes sont trop gros. Passons maintenant aux maladies des ovaires. Le problème le plus courant concernant les ovaires, c'est le kyste ovarien. Un kyste est un sac rempli de liquide. Sur cette image, vous pouvez voir un ovaire normal à gauche et un ovaire qui contient un kyste à droite.
Le kyste le plus courant est le kyste fonctionnel. Il est bénin, donc ne devient pas cancéreux. Il est relié au cycle menstruel et se produit donc entre la puberté et la ménopause. Pendant le cycle menstruel, l'ovaire produit des follicules. L'image ici montre un follicule qui se développe. Parfois, ce follicule ne libère pas d'ovules et continue de grandir en accumulant du liquide et se transforme en kyste folliculaire. Parfois, même si l'ovule a été libéré, le corps jaune ne disparaît pas et devient un kyste du corps jaune, en accumulant du sang à l'intérieur et en grossissant. Ces kystes fonctionnels peuvent disparaître spontanément, généralement après 2 ou 3 cycles menstruels. Ils sont très fréquents et causent rarement des problèmes. Ensuite, il y a les kystes de l'ovaire pathologiques. Ceux-ci peuvent être bénins ou malins, c'est-à-dire cancéreux. Ils ne sont pas reliés au cycle menstruel. Ils persistent et la seule façon de les faire disparaître est de les enlever par chirurgie. Ces kystes peuvent arriver à n'importe quel âge, comme ils ne sont pas reliés au cycle menstruel. Le kyste ovarien pathologique le plus courant est le kyste dermoïde. Il peut contenir n'importe quel tissu du corps humain comme des cheveux, des os ou des dents, car il provient des cellules germinales. Le risque de cancer avec le kyste dermoïde est de moins de 1%. Les cystadénomes, eux, contiennent du fluide séreux, qui est très liquide, ou bien du fluide mucineux, qui est gélatineux. Ils proviennent du tissu ovarien directement. Les endométriomes sont des kystes reliés à la maladie d'endométriose, comme vous pouvez le voir à droite. Ces kystes contiennent du sang menstruel. Un abcès est un kyste infecté. On voit cela souvent si une infection transmise sexuellement s'est propagée. Il y a aussi le cancer des ovaires qui peut avoir des kystes. Finalement, un ovaire polykystique contient de nombreux follicules. Il ne contient pas des kystes. Cela peut être normal ou associé au syndrome ovarien polykystique. La plupart des kystes ne causent pas de symptômes car les ovaires sont cachés dans le bassin derrière l'utérus, loin des parois abdominales. Certains kystes peuvent causer des douleurs au ventre, au bas du dos ou pendant les rapports sexuels selon leur taille et leur emplacement. Il peut y avoir des règles irrégulières ou des saignements. La douleur peut aussi causer des nausées et des vomissements. Avec un gros kyste, le ventre peut être ballonné et le kyste peut appuyer sur la vessie et les intestins, causant des troubles urinaires ou de la constipation. Parfois, il y a des symptômes si graves que les femmes doivent se rendre à l'urgence. Il peut y avoir une douleur très sévère, soit due à la torsion de l'ovaire, comme l'image le montre à droite, ou la rupture d'un kyste. Si le kyste se rompt, il peut aussi y avoir une hémorragie interne, c'est-à-dire un saignement dans l'abdomen. Parlons maintenant du diagnostic des kystes. Un kyste ovarien peut être trouvé pendant un examen gynécologique. Si c'est le cas, d'autres tests sont nécessaires pour avoir plus d'informations. Le test le plus courant et le plus précis pour voir les ovaires est l'échographie endovaginale. Une sonde est introduite dans le vagin pour bien visualiser l'utérus et les ovaires. Cela permet de détecter le kyste et de le décrire. On regarde le nombre de kystes, leur emplacement à gauche, à droite ou dans les deux ovaires, leur forme et leur apparence simple ou complexe. On regarde aussi tous les organes autour. La laparoscopie avec la caméra dans l'abdomen permet aussi de voir les kystes ovariens. Dans certains cas, si un cancer de l'ovaire est soupçonné, on peut faire une prise de sang pour mesurer la protéine CA125. Ce marqueur est souvent élevé chez les femmes qui ont le cancer de l'ovaire. Ce n'est pas un test très fiable car beaucoup de conditions peuvent élever le CA125, comme les fibromes ou l'endométriose, pas juste le cancer. Il faut donc l'interpréter avec caution. Malheureusement, il n'existe pas encore de test fiable pour dépister le cancer des ovaires à un stade précoce. Les chercheurs travaillent très fort là-dessus. La prévention des kystes fonctionnels est possible. On peut réduire la formation des kystes fonctionnels en prenant la pilule contraceptive, car la pilule empêche le développement des follicules et empêche l'ovulation. La pilule aide donc à prévenir les kystes fonctionnels, mais si un kyste existe déjà, elle ne peut pas le traiter. On décide d'observer ou de traiter un kyste ovarien selon sa taille, son type, l'âge de la patiente, ses symptômes et son désir d'avoir des enfants. Dans de nombreux cas, on peut simplement observer le kyste avec des échographies régulières jusqu'à ce qu'il disparaisse. Si le kyste pose des problèmes, on peut enlever ce kyste sans retirer l'ovaire en faisant une kystectomie. Parfois, il faut enlever l'ovaire aussi, cela s'appelle une ovariectomie. Si le kyste est cancéreux, il faut aussi retirer l'utérus avec une hystérectomie. Pour conclure ce webinaire, j'aimerais souligner les messages les plus importants. Il y a beaucoup de maladies gynécologiques qui ne causent pas de symptômes. Si c'est le cas et que cette maladie est bénigne, vous serez suivi par votre médecin et aucun traitement ne sera nécessaire. Si vous développez des symptômes et que ces symptômes affectent votre santé ou votre qualité de vie, c'est le temps d'envisager un traitement.
Encore une fois, si la maladie est bénigne, on recommande d'essayer d'avoir un traitement non invasif qui est moins risqué pour vous. Retirer l'utérus avec une hystérectomie ou retirer les ovaires avec une ovariectomie sont des traitements de dernier recours ou pour une maladie grave comme le cancer. Les ovaires sont très importants pour votre santé avant la ménopause car les hormones produites protègent votre cœur et vos os. Finalement, après la ménopause, si vous avez un saignement, il faut consulter un médecin au plus vite pour s'assurer qu'il n'y a pas de cancer de l'utérus. Voici les références que j'ai consultées pour faire cette présentation. Je vous invite aussi à visiter ces sites web car ils ont de bonnes informations qui sont à jour et qui sont fiables. Voilà qui conclut le webinaire sur les maladies gynécologiques. Merci de votre attention et j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de Réseau Femmes. Rendez-vous le mois prochain. On va parler de la grossesse et de la psychologie ainsi que des hormones reliées à la maternité. Merci et au revoir.